hier, si j'ai réussi à gagner, c'est parce que j'ai pris conscience, en fait, ces dernières années, que fallait pas que je voie que le résultat, quoi. Ouais. Ah, ça revient fort, ça revient fort. Elle est impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition ultra rapide. Énormissime. Accroche. Il a gagné la finale. Allez, fort, allez. Oh, c'est la patrouille de France, l'armée des champions, c'est eux. Salut, c'est Valentin et je vous souhaite la bienvenue dans Loop sur le triathlon. Toutes les 2 semaines, je vous emmène à la rencontre des passionnés de triathlon, que ce soit des athlètes professionnels, des coachs, des nutritionnistes. Bref, on part à la rencontre de ces passionnés qui sont acteurs de notre sport. Alors bonne écoute! L'épisode que vous allez découvrir vous est proposé grâce à mon partenaire Cyclette. Je suis très heureux d'avoir ce partenaire car je suis un de leurs clients. En effet, vous le savez maintenant, je suis un réel passionné de triathlon et ces derniers temps, je me cherchais un nouveau vélo. Je suis donc tombé sur les vélos reconditionnés par Cyclette et j'ai acheté mon SL6 dont je suis très content. À la suite de cet achat, j'ai beaucoup échangé avec Othman, le cofondateur de Cyclette. Suite à nos échanges passionnés, Cyclette a décidé de m'accompagner sur le podcast. D'ailleurs, à cette occasion, vous pouvez profiter de la livraison gratuite sur l'intégralité du site Cyclette, CIKLET.cc, avec le code triathlon. Salut Jeanne. Bonjour. Tu vas bien ? Oui, très très bien. Remise de ta course d'hier, parce que là on est au cœur de l'Alpe d'Huez. Hier t'as fait le L et ce matin on fait le podcast ensemble. Tu me dis désolé, je suis à la piscine, j'arrive un petit peu après. T'es déjà remise de cette course ? En fait j'ai l'impression que quand une course se passe bien, on récupère plus vite. Ça doit être mental, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça va en tout cas. Ok, pour commencer cet épisode, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs s'il te plaît ? Donc je m'appelle Jeanne, j'ai 36 ans. Je suis maman d'une petite Louise qui a 5 ans. Ok. J'habite à Saint-Étienne, j'adore la montagne, je fais du triathlon depuis 2005 et du long depuis, on va dire 2010, même si mon premier long c'était ici à l'Alpe d'Huez en 2009. Ok. Et voilà, globalement, c'est ça qu'il faut savoir sur moi. Donc une vie de triathlète depuis le début, une vie de maman, je pense, on va échanger là-dessus, qui a eu un impact, je pense, sur ta carrière. Et justement, pour lancer ce podcast, une journée type de Jeanne Collonges, c'est quoi ? C'est alors quand je suis chez moi et non pas en stage, je vais nager le matin assez tôt. En général, c'est à 6h30 quand je peux. Ensuite, on va dire si j'ai les 3 sports dans cette journée, parce que j'ai pas les 3 sports dans tous les jours. Ensuite, je vais rouler, courir, mais en tout cas, je vais m'arranger pour tout faire avant 4h30 ou alors 5h30, suivant l'heure où je dois aller chercher ma fille. Donc en fait, c'est beaucoup plus condensé que ma vie de triathlète professionnelle avant d'être maman. Ok, on va étudier ce changement parce que je pense qu'il y a des auditeurs aussi qui peuvent se reconnaître là-dedans, que ce soit des femmes qui sont devenues mamans ou alors j'avais reçu Romain Guillaume qui me disait mais depuis que j'ai eu mon petit, ça a changé toute ma vie, etc. Donc il a réussi à retrouver son équilibre. Mais justement, maintenant, donc tu as 36 ans, tu commences à avoir de l'expérience dans le domaine du triathlon. Mais justement, quand est-ce que tu arrives dans le triathlon, Jeanne Collonges petite, à l'âge de ta fille, justement, à 5 ans, t'étais comment ? T'étais dynamique, t'aimais le sport, ou alors t'aimais plutôt la musique, t'étais pas passionnée ? Qui étais-tu ? Alors j'étais... déjà, je lâchais jamais rien déjà, toute petite. C'est-à-dire que le jour où j'ai appris à faire mes lacets, j'ai passé une journée à faire mes lacets jusqu'à ce que j'y arrive parfaitement. Et après, j'ai commencé la natation, j'avais 4 ans. Enfin, j'ai appris à nager et ensuite je suis rentrée en club à 7 ans. Et j'ai fait que de la natation jusqu'à 16-17 ans. Et je faisais aussi de la musique, effectivement, du piano. Mais en fait, ce que j'ai préféré, c'était le sport. Et ma mère faisait du triathlon pour son plaisir. Et donc, je suis allée avec elle sur beaucoup de triathlons. Je l'ai vue et j'adorais l'atmosphère qu'il y avait sur les triathlons. Et quand j'en ai eu marre de faire que de la natation, parce que je trouvais que mentalement, c'était dur comme sport. Et socialement aussi, je trouvais on peut pas discuter quand on nage, quoi. C'est compliqué. C'est ça. On peut essayer de trouver des alternatives, mais c'est vrai que c'est compliqué. Exactement. Et du coup, j'ai voulu commencer le triathlon et en fait, ça a tout de suite matché, quoi. Et c'est allé très vite.
Donc, parce que je me suis retrouvée... en fait, j'ai fait les championnats de France de triathlon et de duathlon junior, et je les ai remportés, et c'était ma première année de triathlon. Et donc, du coup, c'est arrivé très vite. Je me suis retrouvée au championnat du monde, au championnat d'Europe. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée dans le triathlon, en fait, par le court distance. Ok, mais pour avoir de telles performances, tu étais à quel niveau en natation ? C'était vraiment un niveau loisir, ou justement t'as fait du sport-études, t'es passé par les classes collège, lycée, comment ça se passe ? J'ai jamais voulu faire sport-études parce qu'à l'époque, je savais pas trop, enfin, c'était pas comme maintenant, le sport-études, c'est vraiment très bien. Ouais. Avant, pour moi, faire mes études bien, c'était hyper important. Donc, en fait, je faisais normal. Je nageais tous les jours, mais j'étais dans un collège et un lycée, pas à sport-études, quoi. Ok. Et puis, j'ai fait la N1 quand même, enfin, les championnats de France, mais j'étais brasseuse et 4 nageuses. Donc, après de passer de la brasse à faire du crawl tout le temps, ça m'a pas mal bouleversée quand même. Et justement, ce caractère, parce qu'on va rester sur cette enfance, de faire les lacets, d'être vraiment déterminé, c'est quelque chose que tu as conservé aujourd'hui, qui t'a guidé toute cette vie. Et comment tu expliques que c'était déjà présent en toi petite ? Eh ben, je sais pas si c'est un trait de mon caractère ou si c'est mon éducation, ou je sais, j'arrive pas trop à savoir. Okay. Mais oui, je suis vraiment comme ça, et ma petite est comme ça aussi. Elle aime pas quand quelque chose lui résiste. Et en fait, moi c'est ça, j'ai l'impression que faut vraiment que je mette tout en œuvre pour atteindre mon objectif, et j'aime pas quand quelque chose me résiste, ou quand voilà, j'ai envie de mettre tout ce qui est possible en moi pour y arriver, quoi. Ok, donc on voit que c'est vraiment quelque chose qui te lead au quotidien, et c'est assez intéressant de dire que c'est aussi présent chez ta petite. Oui. On voit que c'est des traits de caractère qui, dans un sport comme le triathlon, peuvent faire que nous aider. Et justement, ce début en triathlon, comme tu disais, vers 17 ans, donc là tu commences par le court distance. C'est une volonté, ou en fait c'est ce moment-là du triathlon qui imposait, entre guillemets, d'aller sur le court distance. Oui, c'est ce moment-là du triathlon qui faisait que, parce que j'étais jeune, donc le longue distance c'était trop tôt, quoi. Okay. Et en plus je connaissais rien au triathlon, donc j'ai vraiment commencé par un découverte. Super, puis après, comme je disais, les championnats de France et tout ça, mais c'est surprenant quand on n'y connaît rien et qu'on se retrouve à gagner, c'était bizarre, quoi. Mais t'avais déjà fait un peu de course à pied, un peu de vélo, ou... J'avais appris le vélo, je faisais un peu de vélo de temps en temps, mais vraiment comme ça, quoi. Je devais faire 2 sorties par an avant de faire du tri. Et la course à pied, j'aimais beaucoup. Mais je savais pas du tout m'entraîner. C'est sûr que j'allais faire un footing, mais j'étais à 15 à l'heure, quoi. Enfin, j'avais aucune notion de l'entraînement. Puis en fait, j'ai été prise en main par un entraîneur à Saint-Étienne qui s'appelle Christophe Basti, et qui m'a vraiment appris les bases de l'entraînement, et qui m'a menée là où j'aurais pas pensé arriver, quoi, à ce moment-là. Et justement, je te le disais un petit peu en off, j'adore aller sur la partie mentale et ce qui guide l'athlète dans son quotidien. Là, on voit que malgré tout, ça a été... Malgré toi, tu as fait des résultats dans cette première année, tu te dis même étonné. C'est ce qui te lead au quotidien, c'est ce côté résultat, c'est le côté performance, c'est le côté entraînement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à 36 ans, on en parlera à la fin de ce podcast, tu as encore gagné le triathlon L de l'Alpe d'Huez, et tu es guidé par cette performance-là ? Eh ben, je pense qu'effectivement, au départ, ce qui me faisait plaisir, c'était ce que je ressentais quand je m'entraînais, et ce que je ressentais quand les performances étaient là et tout ça. C'est grisant, en fait, et c'est ça que je recherchais, je pense. Okay. Puis avec l'expérience, j'ai appris que c'était pas spécialement le résultat qui faisait que j'avais envie de m'entraîner et tout ça. Okay. Parce que le résultat, au final, ça dépend des autres, ça dépend de... On gagne ou on gagne pas, ça dépend des autres, quoi. Ouais. Alors que faire une bonne course, une performance à la hauteur de ce qu'on peut faire, ça dépend de nous, enfin plus ou moins, quoi. Mais on a plus de maîtrise là-dessus que sur les adversaires. Et donc, je pense que si aujourd'hui hier, si j'ai réussi à gagner, c'est parce que j'ai pris conscience, en fait, ces dernières années, que fallait pas que je vois que le résultat, quoi. Je peux pas prendre le départ d'une course en me disant, là, je veux faire 3e, ou là, je peux pas, c'est impossible. Parce que je sais absolument pas comment les autres vont être et tout ça. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est me dire, là, il faut que je développe tant de watts à tel moment, que je mange à tel moment, que je boive à tel moment. Et ça, c'est ce qui va me permettre de faire une belle performance, quoi. Et c'est assez intéressant parce que, est-ce qu'il y a eu une transition ? J'ai cru comprendre que oui. Et qu'est-ce qui fait que t'es arrivé sur cette transition ? C'est qu'à un moment, t'as connu des échecs, t'as connu des difficultés parce que tu visais trop ce résultat, ou alors c'est une prise de recul avec l'expérience et, comme tu le dis, l'accumulation de courses. C'est vraiment ce que tu disais au début. C'est des échecs liés justement, parce que quand on a des résultats, on a l'impression qu'il y a une espèce d'attente sur nous, on se met une pression. Moi, c'est ce que j'ai vécu.
j'avais l'impression que ce qui comptait, c'était le résultat. Par exemple, je pouvais pas faire Embrun si je gagnais pas. Et c'était pas du tout la bonne tactique au final, parce que on peut pas faire une course si on voit que la victoire. C'est pas possible. Bah ouais, c'est sûr. Et justement, pour nos auditeurs, que ce soit pro ou amateurs qui nous écoutent, j'ai souvent eu cette discussion. Il y en a qui arrivent à prendre cette prise de recul, et d'autres qui, justement, j'avais reçu un préparateur mental qui disait l'élément numéro 1, c'est ça, c'est de se détacher du résultat. Oui. Quel a été l'élément, on va dire, déclencheur? Peut-être qu'il y en a eu plusieurs, mais quel a été l'élément déclencheur qui, pour toi, maintenant, tu sens une réelle différence, et on le voit dans ton intonation et dans ce que tu dis, tu te sens mieux quand tu abordes une course finalement? Oui. J'ai pris conscience déjà, je crois, 2015, peut-être 2015 et 2016, les 2 années, je fais Embrun, et ces 2 années-là, je pensais que à des choses que je pouvais pas maîtriser, donc la météo, mes adversaires et tout ça. Okay. Puis j'avais déjà gagné la course 2 fois, donc je me mettais une pression. Et en fait, je suis passée à côté de ma course sur ces deux éditions-là, parce que justement, je pensais pas à ce que je devais faire pendant la course, mais je pensais au résultat final. Okay. Donc en fait, j'étais déconcentrée de l'essentiel, quoi. Suite à ça, j'ai vu une préparatrice mentale, qui est plus une psychologue, mais j'ai fait aussi de l'hypnose et tout ça. Enfin, j'ai beaucoup travaillé parce que je voyais que j'arrivais pas à reproduire ce que j'avais déjà pu faire, ou j'arrivais pas à retrouver des sensations que j'avais déjà eues en course. Okay. Et c'était très mental, en fait, plus que physique. Donc ça a été un déclic parce qu'elle m'a fait énormément travailler sur le chemin plus que l'arrivée, en fait. Ouais, c'est fou de se dire que finalement, pour atteindre ces premiers résultats, t'as pas eu ce besoin-là, mais en fait, c'est une fois qu'ils ont été atteints et qu'il y a une pression qui est induite par toi, mais surtout par les autres finalement, que t'as besoin de retravailler du pourquoi, du comment. Exactement. En fait, au début, c'était facile parce que j'étais méconnue, personne ne me connaissait en triathlon. Donc j'avais aucune pression. Et pour moi, ce rôle, ce titre d'outsider, ça me convenait très bien. Okay. Sauf qu'une fois qu'on l'est plus, c'est difficile, quoi. Donc il faut voir les choses un peu différemment. Et je trouve que c'est hyper... ça enlève un poids énorme de se dire, non, en fait, qu'est-ce que je peux faire des autres? Les autres, je peux pas les maîtriser. Il faut que je me concentre sur ce que je dois faire sur la course. Et en fait, hier, sur la course du long de l'Alpe, je m'étais vraiment dit... Enfin, j'avais vraiment pas d'attente de résultat. Je savais pas du tout ce que j'allais pouvoir faire ou quoi. Okay. Et j'ai suivi les recommandations de mon entraîneur qui m'avait dit de faire telle chose, de faire une course progressive et tout ça. Et c'était tout ce que j'avais en tête, en fait. Et puis, j'ai vu que, du coup, ça venait et que je me suis surprise à faire ce que j'ai fait, quoi. Ouais, donc on voit qu'il y a une façon d'aborder la course qui est de plus en plus différente et qui porte ses fruits parce que t'as déjà eu énormément de résultats, t'en as de nouveaux, donc on voit que ça a un impact. Et justement, toi quand tu commences le triathlon, donc, comme tu disais, c'est arrivé la première année, t'as fait des résultats, tu restes combien de temps sur la période courte distance et qu'est-ce que t'appréciais là-dedans et t'aimais un petit peu moins justement sur ce court distance? Sur le court distance, j'ai aimé parce que c'est comme ça que j'ai découvert le triathlon. Ok. Parce que j'ai pu faire des courses que j'ai adorées, notamment je me souviens d'Autun, c'était des championnats d'Europe en 2007 je crois, ou 2006, un des deux. Et c'était une course qui était magnifique, quoi. Et ce que j'aimais moins, c'est que du coup, par exemple, les Grands Prix, j'avais l'impression de tourner comme un poisson en vélo et de pas exploiter mes capacités à vélo, c'était pas du tout fait pour moi en fait. En plus, il fallait être super nageur, sortir devant, et moi j'avais pas les capacités pour sortir devant, être dans le bon pack. Enfin, j'avais l'impression de subir, de pas du tout. Voilà, et puis en fait, j'ai plus des fibres faites pour le long que pour le court. Et je m'en suis rendu compte quand je suis venue faire l'Alpe d'Huez ici en 2009. Je me suis dit, ah ouais, mais j'avais des frissons rien que de prendre le départ, quoi. Alors que j'ai jamais eu, que j'avais plus sur le court distance en tout cas. Et justement, dans l'entraînement, tu sentais une réelle différence déjà parce que la partie compétition, là on le voit bien et on le verra juste après, tu as quand même des capacités qui sont plus conséquentes, on va dire naturelles pour le longue distance. Mais sur la partie entraînement, qui est quand même un peu différent, tu préfères quand même l'entraînement du long plutôt que le court, et est-ce que les intensités te correspondent un peu plus, quoi? Oui, alors je préfère largement les entraînements du long. Enfin, moi j'adore faire des sorties longues et tout ça, me perdre, enfin c'est vrai, non, mais j'aime beaucoup. Mais c'est marrant parce que dans mon entraînement, je fais beaucoup de choses très lentes et quelque chose très rapide. Je fais de l'entraînement polarisé, on va dire. Ouais. Et je suis rarement aux allures de course, donc voilà. Okay. Mais je suis souvent au-dessus et j'adore en fait faire des séances de piste, aller très vite, faire de la PMA, de la VMA et tout ça. Okay. En fait, j'aime beaucoup ça. Donc, j'aime quand même aller vite. Ouais, donc tu t'amuses autant à l'entraînement qu'en compétition. Et justement, sur cette partie accompagnement, entraînement, tu parlais de tout à l'heure de la préparatrice
mentale. Toi, dans ta professionnalisation, quand est-ce que tu t'es dit je vais me faire accompagner par un coach physique, par un nutritionniste par exemple, je sais pas, les accompagnements que tu as eus, et quel a été l'impact sur toi en fait? Est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs ou dès le début, tu t'es lancé dans ta professionnalisation et tu t'es dit il faut que je me fasse accompagner sur différents angles? Non, pas dès le début du coup, parce que au début, je faisais vraiment sans rien, juste avec mon entraîneur et voilà. Okay. Mais c'est justement en 2015, quand après cet embrun là où j'étais passée à côté, que je me suis dit, oui, il faudrait que je voie une préparatrice mentale. Ce que j'ai fait, et en fait, ça a porté vite ses fruits, parce que j'ai fait Gérardmer, qui est 2 semaines et demie après Embrun, et je l'ai gagné, mais c'était juste grâce à elle, hein, franchement. Parce que juste j'avais changé un truc dans mon approche, et ça a marché, quoi. Donc ça déjà, puis après le côté nutrition aussi, parce que alors ça c'est assez récent, parce que en fait l'an dernier j'ai décidé de voir un micronutritionniste et de travailler aussi avec une boîte qui s'appelle Basal Nutrition, qui travaille sur les probiotiques et tout ça. Et le micronutritionniste a trouvé que j'avais beaucoup de problèmes au niveau de l'intestin, et qu'en fait c'était parce que je me suis beaucoup blessée en fait ces dernières années. Et qu'en fait, c'était tout lié, quoi, l'intestin, mes blessures et tout ça. Donc, on a travaillé là-dessus, et au final, je touche du bois, mais ça a vraiment bien marché, quoi. Ok, ouais, donc on voit que tu as vraiment un accompagnement qui est complet, et qu'aujourd'hui, tu vois vraiment les avantages d'avoir cet accompagnement-là. Mais moi, une de mes questions, c'est, parce que là, tu parles d'Embrun, tu parles de l'Alpe d'Huez, qu'est-ce qui fait que tu as été attiré par ces courses qui sont si dures, où quand on prend le départ, on sait même pas si on va la finir, quoi. C'est vrai qu'on sait jamais, hein. Pourquoi tu as été là-dessus? Parce qu'en fait je me suis rendu compte dans mes entraînements et tout ça que j'étais vraiment plus faite pour la montagne que pour les parcours plats. Okay. C'est juste que je pense que si j'étais cycliste pro, je serais grimpeuse, quoi. Ouais. Et du coup c'est ça. Et je me souviens au tout début où je commençais le triathlon avec Christophe, il s'était rendu compte lui aussi qu'en bosse c'était là où j'étais le plus fort, où j'étais forte plus que sur le plat, quoi. Ok. Donc en fait, c'est vraiment physique, j'ai envie de dire, et peut-être une petite partie mentale peut-être. Oui, parce que j'adore ça, c'est vrai. Okay. En fait, je m'ennuie pas quand je fais un parcours montagneux, et j'ai tendance à plus m'ennuyer quand c'est un parcours plat, même si je m'ennuie pas sur une course, mais je vois plus le temps passer, quoi, quand c'est tout plat, plus monotone et tout ça. Ok, et dans l'entraînement, tu es plutôt du style à, justement, on connaît ces longues sorties en montagne, comme tu disais, tu te perds souvent, tu peux faire 6 heures sur le papier, mais finalement tu arrives à 7 heures, et la dernière heure elle est compliquée. Tu la partages avec des gens, c'est une notion que tu mets à l'entraînement, ou alors tu es plutôt dans un esprit solitaire sur ces grosses séances-là? En fait, j'ai passé beaucoup d'années à m'entraîner seule. J'étais entraînée par Yves Cordier. Okay. Et c'est vrai que au début, j'ai eu un groupe d'entraînement à Nice. Puis après, ça s'est un peu disloqué. Je suis repartie à Saint-Étienne quand j'ai eu ma petite. Et du coup, il m'entraînait à distance, Yves, et je m'entraînais pas mal toute seule. Donc j'ai fait pas mal d'entraînement seule. Et là, ça fait quelques mois que je m'entraîne avec Romain Lieu. Et lui, il a un groupe d'entraînement. Et c'est vrai que là, j'ai partagé beaucoup d'entraînements avec des gens, et j'ai eu l'impression de renaître. Okay. Parce que j'aime beaucoup faire des choses seule et m'entraîner seule et tout ça. Mais à côté de ça, j'adore être avec d'autres gens, surtout si je sais que je peux faire des sorties et pas être embêtée par... Voilà, si je dois faire facile, je sais qu'ils vont pas me pousser ni rien, quoi. Ouais, donc là, tu as vraiment vu la différence et t'apprécies t'entraîner en groupe, quoi. Oui, et je trouve que le plaisir, ça fait aussi partie de la performance, parce que en gros, si on prend pas de plaisir dans notre pratique, je trouve que la performance, c'est dur à arriver. Ouais. Et là, j'ai eu l'impression de retrouver ce truc-là, et ouais, j'ai aller m'entraîner et me dire je vais rigoler pendant 4 heures avec les copains, je suis vraiment contente d'y aller, quoi. C'est assez fort, parce que ce que tu es en train de dire, ça revient avec ce que tu avais dit au début du podcast, qui dit qu'en fait tu avais quitté la natation parce que tu ne partageais pas, et du coup ça te déplaît. Et là on voit que tu reviens dans le triathlon, tu as fait du triathlon pendant de longues années, et là tu dis en fait le partage c'est ce qui m'anime, c'est ce qui m'emmène vers la performance. Donc en fait finalement c'est ce qui te guide et c'est ce qui te motive un peu au quotidien depuis le début, quoi. Ouais, c'est vrai, complètement. En fait je me rends compte de ça. C'est vrai que je trouve quand on est dans un bon environnement, une atmosphère qui est sympa, ça change tout. Ça donne des ailes, franchement. Ok. Et justement, moi, une question que je me pose, c'est une super étape dans la vie d'une famille et aussi d'une femme, c'est d'être maman, du coup. Quel a été déjà l'impact
j'ai envie de dire physique, et ensuite l'impact sur la vie de famille et surtout toi ta vie d'athlète. Comment tu as réagi face à ça et comment ton corps il réagit et il revient aujourd'hui à des performances égales voire même supérieures. Comment ça se passe pour toi? Bah ouais, c'est fou parce que je savais pas trop à quoi m'attendre après la naissance de ma petite, mais je me suis rendu compte que en fait ça s'était bien passé, ma grossesse et tout, et que physiquement j'ai eu l'impression de pas avoir trop perdu et voilà. Mais hier en fait j'ai réalisé que j'avais mis 6 ans à retrouver En fait j'ai mis 6 ans à retrouver le niveau que j'avais ou voilà, en fait ça a été très long, mais c'était pas que physique, c'était très mental aussi. C'est ça. Parce que en fait j'étais toujours en train de culpabiliser quand j'ai eu ma petite. Je voulais m'entraîner et quand je m'entraînais je pensais que j'étais pas avec elle et je culpabilisais. Et puis du coup si je restais avec elle mais que je faisais pas un entraînement, bah, je culpabilisais de pas faire l'entraînement. Donc en fait j'étais sans arrêt en train de culpabiliser et ça m'a forcément, le corps il le sent quoi, et ça se passe pas bien. Et ça a duré très longtemps. Ok. Ouais, et du coup, maintenant, tu as réussi à te détacher de ça quand même? Ouais, parce que pareil avec ma préparatrice mentale. Et puis, elle a 5 ans maintenant et j'arrive à vachement discuter avec elle. Ouais. Et le fait de lui dire que je pars, mais que ça veut pas dire que je l'aime pas et tout ça, qu'au contraire, je l'aime très fort, je pense à elle tout le temps et tout ça. Et de voir qu'elle comprend et qu'elle comprend ce que je fais aussi, que le triathlon, c'est mon métier. Et ben, ça a vraiment changé mon approche, du coup. Ok, et justement une question que je me pose, parce que hier j'ai été courir en altitude et je voyais une femme enceinte en train de courir. Toi, t'as réussi à faire du sport jusqu'à quand en fait? Alors, moi, c'est vrai que j'ai arrêté de courir quand même au bout de 6 mois, parce que je le sentais plus. Enfin, voilà, je sentais que ça me faisait un peu mal et puis je me dis, ça secoue le bébé quand même, donc voilà. J'ai pu nager jusqu'au bout parce que la natation, c'est ce qu'il y a de mieux à ce moment-là. Okay. Et puis le vélo, j'ai fait 4 ou 5 mois où je sortais encore en vélo. Et puis après, j'ai décidé de faire du home trainer parce que je voulais pas chuter. Enfin voilà, je me suis dit on sait jamais. Donc au moins c'était plus sûr. Puis en plus c'était l'hiver, donc c'était pratique. Enfin j'avais moins de regrets d'être sur mon home trainer quoi. Ok, ouais, donc on voit que finalement t'es restée quand même longtemps active. Je suis restée active jusqu'au bout. Ouais. Et t'as repris combien de temps après le sport? Et après j'ai été bien sage parce que on m'avait dit 1 mois sans rien déjà. Ouais. Mais les 1 mois ils sont passés vite parce que j'étais tellement occupée par elle. Ensuite j'ai pu renager, puis au bout de 2 mois, 1 mois et demi j'ai pu refaire un peu de vélo et au bout de 2 mois recourir. Ok. Et justement cette vie après quand ta petite elle est là, qu'il y a bien sûr des obligations, il y a le biberon, etc. Enfin, il y a tout un autre rythme de vie qui se met en place. J'imagine qu'avec des métiers comme le tien de sportif professionnel, c'est quand même complexe. À partir de, déjà, quel rythme tu as mis en place? Comme tu disais tout à l'heure, tes journées sont beaucoup plus condensées. Est-ce que ça a eu un impact sur ton entraînement? Tes entraîneurs ont réussi à adapter ça? Ou est-ce que tu as justement essayé de condenser et de dire on verra si ça passe quoi? Eh ben non, il y a eu une adaptation, ouais. Okay. Et donc ça, c'était bien parce que je trouve que c'est comme un triathlète qui travaille à côté, un amateur qui voudrait faire autant que quelqu'un qui travaille pas à côté. Ce serait risqué parce qu'au final, après, c'est un burn-out et on n'a pas du tout le résultat qu'on veut, quoi. Ouais. Donc là, oui, il a fallu adapter. Et d'ailleurs, j'ai pas refait d'Ironman jusqu'à Embrun l'an dernier. Depuis la naissance de ma fille, donc ça faisait 4 ans quoi, quand même. Okay. Enfin 5 ans si je compte le moment où j'étais enceinte. Parce qu'il y a tellement de choses qui ont fait que j'ai pas pu me préparer pour un Ironman quoi. Bon, par contre, il y a eu le résultat qui était là et l'objectif final qui est présent. Et justement, si on revient sur ta carrière et ta saison, donc là, tu as eu cet Ironman où tu te qualifies pour Hawaï, donc je pense que personnellement, tu te sens un peu plus détendu et tu viens sur une course comme l'Alpe d'Huez hier pour aborder ce L que moi je définis plutôt comme un L+. Ouais, c'est clair. Il est quand même assez compliqué. Et quand on voit la starting list au départ et quand on voit surtout, moi, tu vois, j'étais sur le village à tourner des podcasts, mais quand je vois au live l'état d'esprit dans lequel tu es et ça se ressent sur ton visage, comment toi tu expliques cette course? Comme tu disais, tu as été petit à petit, mais comment tu l'as abordée et comment tu la ressens au fur et à mesure? Alors mon entraîneur m'avait dit en gros qu'il fallait que je fasse progressif, donc il voulait que je fasse le premier col pas trop fort et puis le deuxième progressivement mettre plus et puis l'Alpe de me lâcher tout en pensant à la course à pied quand même. Ouais. Donc c'est une gestion tout du long
Et comme je disais avant, j'avais pas d'attente, je savais pas comment mon corps allait réagir. Je viens de 3 semaines de stage à Orcières-Merlette en altitude. Et je me suis dit peut-être que je serais fatiguée de ce que j'ai fait ces 3 semaines. Et en fait, honnêtement, je suis partie en vélo et le premier col, j'aurais voulu le faire moins vite que ce que je l'ai fait. En fait, Alexandra Tondeur m'a doublée et elle m'a surprise, elle allait vraiment très fort. Et je l'ai vue à mes watts. Et donc, j'ai un peu dépassé ce que j'aurais voulu faire si... Après, j'aurais pu la laisser partir, mais voilà, j'étais prise dans le truc. Et ensuite, pareil, je me suis jamais posé de questions. Je me suis pas dit à ce moment-là qu'est-ce qui va se passer après et tout. J'étais plus dans l'instant présent, quoi. Et ça m'a beaucoup aidé aussi. Et après, dans le col d'Ornon, je me suis retrouvée finalement en tête. Ouais. Et là, c'est comme si, en fait, une espèce d'état de flow qui est arrivé. Et j'étais vraiment concentrée sur manger, boire. J'ai l'impression que c'était tout ce qui occupait mon esprit. Donc, dès que mon compteur sonnait bip bip, il fallait que je mange et que je boive. Enfin, c'était le leitmotiv de la journée, quoi. Et t'as toujours eu une stratégie de course comme ça, ou c'est vraiment récent et c'est quelque chose que tu cherches à mettre en place? Oui, j'ai toujours une stratégie de course, mais pas aussi précise. Là, c'est les premières fois que c'est précis comme ça. Donc, je suis contente de voir que ça marche, quoi, que ça paye au final. Et ensuite, la montée de l'Alpe, pareil, je me suis dit, je sais que ça peut être terrible cette montée. Donc, je peux craquer à tout moment. Mange, bois. C'était ce que je me disais tout le temps. Et en fait, j'ai vu que ça allait, quoi. Mes jambes, elles étaient là, quoi. Donc, c'était top, franchement. Quand c'est comme ça, ça devient une énergie hyper positive, quoi. Ça donne des ailes. Et ensuite, pareil, pour partir en course à pied, on m'a dit que j'avais 10 minutes d'avance. Et pour moi, ces 10 minutes, c'était pas du tout acquis, quoi. Enfin, je me suis dit, 10 minutes, finalement, il suffit que je craque et ça revient, quoi. Mais je suis partie assez détendue, puis à la fin du 2e tour, j'ai compris que l'écart augmentait. Et ça m'a vraiment encore plus donné des ailes, quoi. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Mais vraiment, les sensations étaient top, quoi. C'est ça que j'ai préféré sur la course, au-delà de la victoire. C'était de ressentir un espèce d'état de flow qui arrive quasiment jamais, quoi. Et ça, tu l'avais, sur une autre course que tu as pu faire sur l'Alpe d'Huez, tu l'avais jamais réellement ressenti? Eh ben, je pense quand je l'avais gagné en 2016, j'avais eu un peu cet état de flow, mais je me souviens qu'à pied, j'avais souffert vraiment, quoi. Et là, hier, j'ai pas eu l'impression j'ai souffert. C'était très dur, mais je me sentais bien encore en course à pied. Donc vraiment, c'est ça que j'ai adoré, quoi. C'est intéressant d'avoir ce retour à chaud le lendemain de la course, de voir un peu comment t'as pu réagir. Et comme tu disais, quand il y a une victoire comme ça, il y a un bel état. Finalement, tu repars très vite à la natation et tu repars très vite à l'entraînement. Surtout que tu pars sur l'Ambraman après. Et justement, pour donner quelques chiffres sur la partie nutrition, hydratation, c'est un des gros sujets que j'ai pu traiter toute la semaine parce que quand même en altitude c'est compliqué de manger, dans les bosses compliqué de s'alimenter. Toi tu as quelle stratégie déjà? Est-ce que tu prends du liquide, du solide, et à peu près c'est les mêmes quantités que tu vas prendre sur des courses on va dire plates, ou alors ça varie vraiment? Alors moi là c'est vraiment les premières années où je me rends compte à quel point c'est important la nutrition, parce que si on n'a plus assez d'énergie, on peut plus avancer, comme une voiture, quoi. Donc je me suis entraînée moi à l'entraînement à prendre ce que j'allais prendre en course, à boire et manger quand je suis dans un col. Et franchement ça a aidé. Et j'avais une stratégie nutritionnelle, je voulais être à 80 grammes de glucides par heure à peu près. Et au final, moi, les gels, j'ai un peu de mal au bout d'un moment. Donc en fait, je tourne beaucoup sur du solide en vélo. Et j'y arrive parce que je me suis entraînée. Et en plus, ça me dérange pas, quoi. Je suis pas compliquée. Donc c'est peut-être plutôt une chance parce qu'au bout d'un moment, les gels, moi, je sature. Et donc j'ai tourné au bar et j'ai alterné un petit peu les gels en course à pied. J'ai bu aussi énormément. C'était de la boisson énergétique, parfois de l'eau. Que des choses dont j'ai l'habitude. Et en fait, j'étais surprise parce que hier, dans les 3 cols, je crois que dans le premier col, j'ai réussi à prendre un gel au milieu. Dans le deuxième, j'ai réussi à manger carrément solide. Et dans l'Alpe, j'ai réussi à prendre un gel. J'ai dû manger une barre aussi pendant la montée de l'Alpe. Et pour moi, ça, c'était aussi la clé pour réussir à bien courir. Parce que
il y avait encore des réserves énergétiques. Et à pied, après, je tourne au coca, à l'eau et au gel. Ok, donc on voit qu'en fait, pour les amateurs, mais aussi les professionnels qui nous écoutent, on voit qu'en fait, tu avais une stratégie qui était mise en place, que ce soit nutrition, les watts à vélo, les allures. Bon, après, peut-être que les allures à pied ici, c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est vrai, j'ai jamais regardé ma vitesse. Mais ouais, finalement. Je me suis vraiment fiée à mes sensations, quoi. Mais on voit qu'il y a quand même eu on va dire une stratégie d'avant-course, une réflexion, et finalement, tu abordes la course en étant confiante parce que tu sais que tu as été capable de faire ça. Donc, le petit conseil que moi j'en retiens pour les auditeurs, c'est vraiment d'essayer, peu importe notre niveau, de réfléchir à ça et d'arriver en maîtrisant tous les éléments qu'on peut maîtriser. Comme tu disais toi au début, un peu dans ta carrière, il y a des éléments que tu maîtrisais pas mais qu'on ne peut pas maîtriser. Exactement. Et justement, là c'est un peu la moralité que j'en retiens. Et est-ce que toi, ça c'est des choses que tu as appris au fur et à mesure? Est-ce que tu as un autre conseil par rapport à ça, en lien avec ça, à donner à nos auditeurs? Par rapport à la nutrition ou plus général? Toute la stratégie de course, comment aborder une course, tout ce qui... Moi je trouve que, voilà, ça fait pas très longtemps que je le fais, je trouve que c'est important d'avoir un plan de course. Okay. Parce que justement, ce plan de course va aider à non pas se concentrer sur le résultat, mais sur le chemin à parcourir pour y arriver. Et moi, depuis que je fais ça, du coup, je me rends compte que je suis beaucoup plus concentrée sur l'instant présent, sur ce que je dois faire à tel moment, et je suis moins centrée sur qu'est-ce qui va se passer à l'arrivée, quoi. Okay. Donc parfois je l'écris carrément, mon plan de course. Je me dis voilà, là je le découpe. En fait, souvent je découpe mes courses en parties, en différentes parties. Et hier j'avais 3 parties en vélo, 3 parties en course à pied, et en natte j'avais une partie. En gros, en natte j'attendais vite de sortir parce que j'avais froid aux pieds. Mais voilà, mais oui, j'avais vraiment, je trouve que ça, mon conseil ce serait d'avoir un plan de course, et surtout de pas se dire avant la course je voudrais faire tel temps ou telle place, ou voilà, ça c'est secondaire en fait. Et justement, moi j'aime beaucoup aussi cette stratégie de plan de course, peu importe les courses que je peux aborder. Mais par contre, il y a une question que je me pose, parce qu'aujourd'hui ça n'a pas encore arrivé, mais quand j'arrive pas à respecter ce plan de course, parce qu'il y a des faits de course qui peuvent arriver, est-ce que ça t'est déjà arrivé, et comment tu réagis face à ça? Parce que on a beau viser X watts et vouloir manger X grammes de glucides, ça se passe jamais comme c'est prévu. Voilà, alors que toi hier j'ai l'impression que ça s'est passé presque au millimètre, quoi. Il y a des fois où tout s'aligne, mais quand ça s'aligne pas, quel est ton raisonnement? Est-ce que tu te dis non mais en fait t'es pratiquement presque à ce que tu voulais faire, ou non là j'y suis pas, ça sert à rien? Comment tu réagis face à ça? Par exemple hier c'était presque parfait, sauf pour moi le premier col que j'aurais pu faire moins fort au final. Okay. Enfin après j'ai eu de la chance, c'est que j'ai pas craqué après, mais j'aurais pu, parce que c'était un peu trop fort par rapport à ce que j'avais prévu. Et je me suis dit à la fin de la montée de col, je me suis dit bon là c'était pas ce qu'il fallait faire. Maintenant tu passes à la suite, quoi, next. Et donc peut-être c'est ça, c'est très rare que ça se passe comme prévu, franchement c'est quasiment jamais le cas, mais je pense justement de voir point par point, et de, quand une chose est arrivée, l'accepter. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a certainement des stratégies en préparation mentale pour l'apprendre, ça. Mais accepter ce qui s'est passé et se dire là, de toute façon, ça sert à rien de ruminer parce que je peux pas revenir en arrière, quoi. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille, et se concentrer sur les prochaines étapes, quoi. Ok, merci pour ce partage. C'est vraiment intéressant, je trouve, à tout niveau. C'est quelque chose qu'on peut aborder. Et justement, donc là, je tenais encore à te féliciter pour ce beau résultat hier. Merci sur l'Alpe d'Huez. Et quel est ton objectif pour la fin de saison? Parce que quand même, tu t'alignes sur l'Ambraman. Il y a quand même les championnats du monde derrière. Comment tu comptes aborder ça, sachant que la saison est quand même longue? Là, tu reviens d'un stage d'altitude. Tu te sens comment par rapport à ça, et quels sont tes objectifs? Alors déjà en brun, là, pour moi ce sera le même objectif qu'ici, c'est vraiment prendre la course comme une course qui est très longue et très dure, où tout peut se passer, et où voilà, on sait jamais ce qui peut se passer jusqu'à la toute fin, et moi ce sera ça, vraiment essayer de prendre le maximum de plaisir possible, de respecter mon plan, de faire ma course, de me concentrer sur ce que je dois faire moi, et voilà, surtout prendre conscience que j'ai de la chance d'être là où je suis, quoi. Okay. Ça, c'est mon premier objectif. Et après, Hawaï, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau, parce que, comme je disais, je préfère les parcours montagneux. Pour moi, ce sera beaucoup plus difficile là-bas, parce que c'est moins un parcours que j'affectionne.
Mais c'est les championnats du monde et du coup, je le prends vraiment comme une expérience de ouf. Et c'est ce que je me dis, j'y vais et je veux juste profiter du moment, quoi. Okay. Alors là, j'ai absolument aucune attente de résultat ou quoi. J'ai vraiment envie de donner le meilleur de moi-même. Okay. Mais c'est ça, je me dis, putain, ce sera juste du bonheur, quoi. Enfin, je vais forcément souffrir, hein, c'est sûr. Mais voilà, personne m'attendra, c'est sûr. Ouais. Donc c'est top. Bon, en tout cas, c'est beau de voir ça. Et justement, quelle est ta vision sur l'année qui suit et les prochaines années ? Tu te projettes comment, justement, dans cet univers du triathlon ? Alors, j'arrive pas trop à me projeter parce que... alors, j'ai 36 ans. Mais en fait, j'ai l'impression que j'ai encore plein de choses à faire dans le triathlon. Ouais. Et j'ai pas envie de m'arrêter maintenant. Et je me suis toujours dit que j'arrêterais quand je sentirais que c'est le moment, quand j'aurais plus les petits papillons dans le ventre avant un départ. Et pour le moment, c'est pas le cas. Ce serait vraiment une frustration de m'arrêter là. Okay. Donc pour le moment, je me suis pas fixé encore de limite. Et j'ai envie de profiter tant que c'est possible. Et quand j'en aurai marre, je pense que je le sentirai. Bon, en tout cas, je suis heureux de l'apprendre du coup. Ça me fait plaisir de savoir qu'on va devoir prendre des départs de course et surtout, comme tu le dis, avec une réelle envie qui te guide depuis le début, quoi. Merci pour ce partage et je tenais vraiment à finir sur 2 questions mythiques, on va dire, du podcast. La première, c'est lors d'une séance d'entraînement difficile, je pense qu'il y en a. Oui. Tu te dis quoi ? Alors avant, je me disais, oulala, faut absolument que je réussisse parce que sinon, j'aurais pas confiance en moi et tout ça, blabla. Et maintenant, et du coup, parfois quand ça marchait pas, je remettais tout en question. Okay. Et maintenant, je me dis, bon, là, hier c'était dur, demain ce sera dur, aujourd'hui j'ai une séance qui est difficile. Et ben, je vais la faire avec la forme du jour. Donc okay. Voilà, tant que je donne le maximum. Et que je suis voilà, je suis dans les zones que je dois respecter, et ben c'est bon, ça me servira, quoi. Okay. Et ce sera une petite case de cocher pour la suite dans ma préparation, quoi. Ouais, c'est intéressant de voir que tu dises que à cette question que je te pose, il y a un avant et un après. Exactement. Et ça se trouve, il y aura encore un après. Exactement, ça va peut-être encore évoluer. Mais oui, j'ai souvent, je me suis souvent mise dans des états pour des séances, alors qu'en fait, ça dépend tellement de ce qu'on a fait avant et tout ça, et puis de l'état de forme du jour, quoi. Ouais, donc ouais, et puis il y a quand même aussi des facteurs extérieurs où parfois c'est ça. On a une séance de piste qu'on n'arrive pas à passer, mais oui. On se dit oui, il y a du vent, mais je devrais être plus fort que le vent. Non, il est quand même à 60 km/h. C'est ça. Lâcher les data, quoi. C'est ok. Ça. Et quel est ton plus beau souvenir, toi, en triathlon ? Alors, j'ai énormément de beaux souvenirs en triathlon, mais je dirais que celui qui m'a le plus marqué, c'est je dirais ma première victoire à Embrun en 2012. Ok. Ouais, parce que c'était complètement inattendu et puis j'avais décidé de faire la course là, à ce moment-là, là, ça devait être fin juillet. Je m'étais dit, tiens, je veux faire Embrun, et mon entraîneur a été assez fou pour accepter. Donc en fait, j'y suis allée complètement détendue. Et en fait, j'en ai un souvenir fou parce que je me souviens du plaisir que j'avais à être sur la course. C'était juste ça. Puis je me souviens que j'ai posé le vélo et qu'on m'a dit que j'avais 28 minutes d'avance, je crois. Okay. Et j'étais sonnée. En fait, tout du long, je comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, quand je suis arrivée, déjà pendant tout le marathon, j'avais peur qu'elle revienne alors que c'était loin, quoi. Mais pour moi, c'était jamais fini. Et je me souviens que quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'étais encore sonnée de ce qui venait de se passer et je réalisais pas. Et après, quand j'ai réalisé, enfin, c'était fou, quoi, comme truc. Pour moi, c'est le meilleur souvenir que je puisse avoir. Ouais. Et t'as réalisé le jour J ou t'as réalisé après Après, je pense. Ok. Ouais. Après quelques jours. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. J'espère qu'il y aura encore un plus beau souvenir et que cette réponse pourra aussi avoir un après. Revivre des souvenirs comme ça, oui. Je te le souhaite. Déjà, celui d'hier fait partie des plus beaux pour moi maintenant. Ouais, c'était un beau moment. Merci à toi pour déjà cette course et aussi pour ce partage. Et merci je te souhaite beaucoup. le meilleur pour la fin de la saison qui s'annonce aussi longue et compliquée. Donc, exactement, merci beaucoup. Au plaisir. Merci à toi. À la prochaine. Merci, ciao. À bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour continuer à faire évoluer le projet, je vous invite à me laisser un avis sur les différentes plateformes d'écoute. De plus, pour suivre l'actualité, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram Loop sur le triathlon. Et surtout, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Alors merci à vous et à très vite. Ciao ciao.